Souvenez-vous, c'est utile. Le mur de Berlin a séparé un même peuple pendant presque 30 ans, traduisant au sol la division du monde en deux blocs idéologiques opposés. Et avec sa chute en 1989, tout le monde ou presque a pensé que l'on allait vers plus de compréhension, j'allais dire plus de douceur. Or, on constate que plus notre monde est globalisé par les traités de libre-échange, par l'Internet qui lève les obstacles à la communication, plus les murs, les barrières, les clôtures sont dressés comme autant de réaffirmation des frontières nationales. Alors pourquoi? Où est le malaise? Et ensuite, à quoi servent exactement les murs au XXIe siècle? On compte aujourd'hui 70 murs dans le monde, qu'ils soient construits ou planifiés. Ils s'étendent sur 26 000 km linéaires, soit 10% du total des frontières terrestres. Alors par mur, on entend une barrière non mobile aux fondations maçonnées. Ce sont parfois de véritables murs, comme celui construit par Israël en Cisjordanie, ou des clôtures de sécurité, comme celle construite par l'Inde au Cachemire, toujours en litige avec le Pakistan, mais aussi des frontières grillagées, comme celle érigée par le Botswana à sa frontière avec le Zimbabwe. On peut repérer aussi sur la carte le mur le plus ancien qui sépare les deux Corées depuis 1953, le mur le plus moderne, qui est le mur électronique que l'Arabie saoudite est en train de construire sur sa frontière avec l'Irak, mais aussi le plus singulier, la digue de sable érigée par le Maroc à travers le Sahara occidental. Alors regardez ce graphique, il montre bien l'évolution du nombre de murs dans le monde depuis 1989. Il y a aujourd'hui 5 fois plus de murs qu'au moment de la chute du mur de Berlin, nos données étant celles d'Elisabeth Vallet de l'Université du Québec à Montréal. Alors on voit sur le graphique que leur nombre a stagné après 1989, puis que le rythme de construction s'est accéléré après le 11 septembre 2001 et plus encore après 2010. Alors à quoi servent les murs construits au XXIe siècle? Commençons par celui qui sépare l'Inde du Bangladesh. Il couvrirait entre 2700 et 3200 km, ce qui en fait le mur le plus long du monde. Il a été commencé dans les années 80 et achevé en 2010. Il a été construit sur une frontière complexe. D'une part, elle divise le groupe linguistique du bengali et elle est basée sur la religion. Et d'autre part, elle n'est pas fixe à cause du Gange et du Brahmapoutre qui la traverse. Mais alors pourquoi l'Inde a-t-elle presque totalement fermé sa frontière avec le Bangladesh? D'abord pour lutter contre l'immigration illégale, car les migrants bangladais fuient la pauvreté, mais aussi la plus grande densité de population du monde, et ceci pour aller travailler chez le grand voisin indien. Deuxième raison, l'Inde cherche à se protéger. Dans un premier temps, des infiltrations de rebelles séparatistes dans les États du nord-est de l'Inde, et aujourd'hui pour lutter contre la menace djihadiste. Et puis troisième raison, les trafics de drogue, d'êtres humains et la contrebande. Autrement dit, l'Inde veut renforcer la sécurité intérieure du pays. Ce mur, qui fait plus de 200 morts par an, paraît infranchissable, et pourtant on y trouve l'un des postes frontières les plus importants d'Asie, Petrapol, où passent 1200 personnes par jour, et dans les faits, la contrebande reste tolérée. Ce mur représente surtout un autre type de séparation, car il divise des populations au niveau de vie très différent. Si on regarde le PIB en parité de pouvoir d'achat par habitant en 2015, il est de près de 6 200 $ pour l'Inde, contre la moitié, soit 3 600 $ pour le Bangladesh. Quel est l'avenir pour ce mur? Eh bien, il pourrait en fait accroître les tensions entre les deux pays du fait du changement climatique. Vous voyez sur la carte où pourrait se situer la nouvelle ligne de côte vers la fin du XXIe siècle, après une montée des eaux d'environ 1 mètre. Un cinquième du territoire bangladais pourrait être inondé. Et suivant les diverses estimations, entre 2025 et 2050, 14% des Bangladais pourraient devenir des réfugiés climatiques, lesquels seront condamnés à se déplacer vers l'intérieur du territoire. Deuxième exemple maintenant, en changeant de continent. Voici la frontière qui sépare les États-Unis et le Mexique. Elle a été renforcée à partir des années 90, puis en 2006, George Bush Jr. fait adopter un projet de loi visant à construire un mur sur 1200 km pour lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue, l'immigration irrégulière.
Et aujourd'hui, il couvre 2500 km sur les 3200 km de frontière. Comme le mur indien, le mur américain apparaît infranchissable, faisant entre 300 et 500 morts par an. Là aussi, sa fonction est plus de contrôler l'immigration que d'y mettre fin. Tijuana est d'ailleurs le poste frontière le plus fréquenté du monde avec 300 000 personnes qui y passent chaque jour. Et ici aussi, il sépare des populations au niveau de vie différent, avec un PIB par habitant en parité de pouvoir d'achat de 55 800 $ pour les États-Unis en 2015 contre 17 500 $ pour le Mexique. Et ce mur est revenu sur le devant de la scène politique américaine lorsque Donald Trump en a fait une de ses mesures phares en proposant de construire un mur pour clôturer totalement la frontière. Et il a même souhaité faire payer le Mexique pour sa construction. Mais avant de vouloir répondre à une supposée arrivée massive de clandestins mexicains, Trump devrait être un peu honnête avec les chiffres de l'immigration, car si on prend l'évolution du nombre de Mexicains tentant de franchir la frontière illégalement depuis 2000, on voit qu'il est passé de 1 600 000 en 2000 à 230 000 en 2014, soit une diminution de 85%. Alors une telle diminution s'explique en partie par la présence du mur, mais surtout par l'amélioration du niveau de vie dans le nord du Mexique. Et puis, ce mur, de plus, ne fait que dévier les routes de migration. Dans un premier temps, la fermeture progressive de la frontière en Californie a conduit au déplacement des flux migratoires vers l'est, vers le désert de l'Arizona. Puis la progression du mur les a déplacés plus encore vers l'est. Et aujourd'hui, le mur couvre la quasi-totalité de la frontière, sauf 2 sections au Texas, là où le Rio Grande forme un rempart naturel. Troisième et dernier exemple, cette fois-ci, chez nous. Dans l'Union européenne, les murs se sont mis à repousser et là aussi ne font que déplacer les routes migratoires. Aujourd'hui, c'est à ces marges que l'on construit le plus de barrières. Voici l'espace Schengen, qui réunit 26 États. Entre ces États, c'est le principe de libre circulation des personnes, les contrôles ne se faisant plus qu'aux frontières extérieures. Eh bien, c'est précisément sur ces frontières extérieures que plusieurs barrières ont été construites depuis 2011, notamment au sud-est de l'Europe pour contrôler les flux de migrants, notamment venant de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak, d'Érythrée. Il y a tout d'abord la barrière construite par la Grèce, au nord de sa frontière avec la Turquie, face à la ville turque d'Edirne. Elle fait 12,5 km de long. Ensuite, il y a la barrière construite par la Bulgarie, à l'ouest de sa frontière avec la Turquie. Elle fait 30 km de long. Et les autorités bulgares ont annoncé son prolongement sur 130 km à travers les territoires des 3 régions frontalières de la Turquie. Et puis il y a la clôture érigée par la Macédoine à sa frontière avec la Grèce, de part et d'autre du poste frontière grec d'Idoménie. À terme, elle s'étendra sur 37 km. Plus au nord, maintenant, il y a celle construite par la Hongrie de Viktor Orban sur la totalité de sa frontière avec la Serbie, sur 170 km, mais aussi celle qu'Orban a fait construire sur la frontière avec la Croatie. Elle court sur 40 km, tandis que la rivière Drave forme une barrière naturelle sur le reste de la frontière. Et on voit bien sur la carte que cette barrière sépare 2 pays membres de l'Union européenne, la Hongrie étant dans Schengen, en bleu clair, tandis que la Croatie n'y est pas, en bleu foncé. On a un cas de figure identique avec la Hongrie, qui prévoit de construire une barrière à sa frontière avec la Roumanie, ainsi qu'avec la Slovénie, qui construit une barrière à sa frontière avec la Croatie. Voilà donc toutes ces barrières érigées récemment sur les frontières extérieures de l'espace Schengen, et parfois même entre 2 pays qui appartiennent à l'Union européenne. Et de plus, il y a un État qui érige des barrières au sein même de l'espace Schengen, c'est l'Autriche. On voit que tous ses voisins appartiennent à Schengen. Eh bien, cela n'a pas empêché Vienne de construire une clôture de 3,5 km sur sa frontière avec la Slovénie, de part et d'autre du poste frontière de Spielfeld, qui est la porte d'entrée de l'Autriche sur la route des Balkans. Et l'Autriche envisage de construire une clôture de 370 mètres sur sa frontière avec l'Italie, au col du Brenner, qui est l'un des principaux points de passage entre le sud et le nord des Alpes, ce qui est totalement contraire au principe de libre circulation au sein des pays Schengen.
Et puis enfin, que dire des clôtures autour de Calais, avec une quarantaine de kilomètres érigés par les autorités françaises, britanniques, Eurotunnel, la SNCF, pour empêcher les migrants d'accéder au port et au tunnel. Les murs ne servent à rien et en plus ils coûtent cher. L'Europe aura bientôt plus de barrières à ses frontières qu'elle n'en avait du temps de la guerre froide. Songez qu'en Bulgarie, qui a connu le rideau de fer pendant cette période, pour empêcher les citoyens bulgares de sortir, eh bien aujourd'hui les autorités construisent un mur pour empêcher quiconque de rentrer dans le pays. Sauf que la crise des migrants ne se réglera pas en dressant des barrières. Elles ne peuvent pas endiguer les flux migratoires, juste les canaliser vers des points de passage. Ce ne sont pas les barrières qui font baisser le nombre de demandeurs d'asile, mais les solutions aux inégalités et en mettant un terme aux guerres, car ce sont ces deux éléments que fuient les migrants ou les réfugiés. Il faut que les pays européens qui érigent des clôtures sachent bien que le nombre de migrants, de demandeurs d'asile qui traversent la Méditerranée ne va pas se tarir. Les nouveaux murs ne prétendent pas être des solutions, ce sont simplement des réponses, des démonstrations de souveraineté nationale pour rassurer les opinions publiques. Alors je vais vous parler d'Elisabeth Vallet qui travaille au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal. Vous pouvez lire d'elle Borders, Fences and Walls chez Ashgate. Et puis la revue Questions internationales du printemps-été 2016 à la documentation française avec tout un dossier sur le réveil des frontières.